Oui, les démocraties sont moins nombreuses aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 20 ans, et elles seront moins nombreuses à la fin de l'année 2024, à la suite d'une série d'élections, puisque 2 milliards d'individus sont appelés à voter, et que les outils aujourd'hui d'analyse prédictive des comportements électoraux et de ciblage des électeurs sont des outils à la portée de nombre d'acteurs étatiques, non étatiques, para-étatiques, qui en font usage très largement, parfois pour semer le chaos, mais également pour faire valoir leur point de vue. Mais plus fondamentalement, il y a des acteurs qui ont pour finalité de faire s'effondrer les sociétés démocratiques sur elles-mêmes. Bonjour à tous, bienvenue une fois encore à bord de Contact. Cette semaine, au programme, nous allons parler d'une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre sourde et non déclarée, qui pourtant est bel et bien livrée tous les jours sur le champ de bataille de l'information. Fake news, infox, propagande ou manipulation sont les armes déployées par ceux que Giuliano d'Ampoli, l'auteur que nous avions reçu du mage du Kremlin, il appelle, lui, les ingénieurs du chaos. Et parce que nous sommes, nous, une source fiable ici à Contact et nous ne sommes pas contaminés sur ce terrain de bataille virtuel, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à nous encourager, à nous faire des petits pouces levés, à nous aimer, à nous liker, à vous abonner à notre chaîne ou à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, X et TikTok. Mais peut-être sommes-nous déjà compromis puisque j'ai dit X et TikTok qui sont souvent montrés du doigt. Alors, si je venais voir mon médecin, Dr Colomb, suis-je malade sans savoir puisque je pratique les réseaux sociaux sur X et TikTok? Vous n'avez pas le choix. Nous devons utiliser les réseaux sociaux et nous ne devons pas les céder à ceux qui portent d'autres discours désinformateurs ou complotistes. Alors, je vous présente, pour ceux qui ne sauraient pas que vous êtes compétent pour me donner un diagnostic, Dr Colomb, vous êtes membre du département d'histoire, chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po, ici à Paris, grand spécialiste des questions de propagande et de manipulation. Vous avez commis cet automne La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits chez Talandier. Précédemment, vous aviez aussi écrit Les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse. C'est votre sujet de prédilection. Il se trouve que vous êtes parfaitement synchrone avec l'époque. L'histoire de la désinformation, c'est aujourd'hui d'une actualité, disons, pour faire banal, brûlante. Elle était d'une actualité brûlante lorsque je me suis lancé dans ce travail de recherche sur la propagande. Et elle l'est plus encore aujourd'hui et elle le sera davantage encore demain. Alors, dans toutes les interviews que j'ai entendues, que vous avez accordées depuis quelques semaines, reviennent des expressions clés. Alors, menace mortelle et état d'urgence informationnel. Menace mortelle pour nos démocraties? Oui, les démocraties sont moins nombreuses aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 20 ans, et elles seront moins nombreuses à la fin de l'année 2024, à la suite d'une série d'élections, puisque 2 milliards d'individus sont appelés à voter, et que les outils aujourd'hui d'analyse prédictive des comportements électoraux et de ciblage des électeurs sont des outils à la portée de nombre d'acteurs étatiques, non étatiques, para-étatiques, qui en font usage très largement, parfois pour semer le chaos. Vous citiez Giuliano d'Ampoli, mais également pour faire valoir leur point de vue. Mais plus fondamentalement, il y a des acteurs qui ont pour finalité de faire s'effondrer les sociétés démocratiques sur elles-mêmes. On en parlait à micro fermé il y a quelques instants. La physique moderne d'aujourd'hui nous enseigne qu'il est de plus en plus possible de prévoir avec une certaine précision le comportement des individus et donc par extension aussi en démocratie des électeurs et de cibler très précisément ceux qu'on veut influencer. Il faut s'imaginer un banc de poissons, un banc de sardines. Ça, c'est nous, les sardines? Imaginons que nous soyons une sardine. Si je sais toute la vie de la sardine, si j'ai toutes les informations sur cette sardine, ce qu'elle a fait depuis sa naissance, ça ne me permettra pas, à coup sûr, de prédire si elle ira à droite ou à gauche face à un rocher ou face à un prédateur. En revanche, si l'on est en capacité de modéliser le comportement de ce banc de sardines, on peut ensuite poser une prédiction sur la décision que prendra la sardine face à un prédateur ou à un obstacle. Et c'est le principe même de l'analyse prédictive des comportements jusqu'à aujourd'hui que de s'appuyer sur les lois de la physique lorsqu'on parle de millions d'individus dont les comportements sont analysés et modélisés. Alors, vous parlez du banc de sardines. Est-ce qu'éventuellement, effectivement, à partir de ce banc de sardines, on peut nano-cibler des individus et arriver à prévoir avec précision ce que, par exemple, l'individu Colomb pourra choisir de faire un peu plus tard aujourd'hui ou de son comportement électoral dans quelques mois? On s'en rapproche
en raison des progrès de la technique, des progrès de l'apprentissage machine, ce que l'on appelle communément l'intelligence artificielle. On s'en rapproche également en raison des capacités de calcul des systèmes d'information. On s'en rapproche également en fonction des outils de ciblage et des possibilités de toucher les individus au plus profond de leur esprit à travers les outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc, il y a aujourd'hui quelques études empiriques qui montrent qu'on va dans cette direction, le nano-ciblage, et cela rend d'autant plus nécessaire de prendre conscience de ce qui se joue et éventuellement de concevoir des espaces numériques intègres qui ne permettent pas un tel ciblage. Mais si ce nano-ciblage est à notre portée et qu'il permet effectivement, avec précision, de prévoir le comportement des individus, on est dans le monde de Minority Report où la police pourrait choisir de façon préventive de nous arrêter, pour notre plus grand bien d'ailleurs, et pour le plus grand bien de la société, sachant que nous sommes à quelques pas de commettre un crime. Je vais vous surprendre, mais en réalité, c'est le monde inversé de Minority Report. Cambridge Analytica, en 2013, avait signé un contrat avec Trinité et Tobago pour mener une analyse prédictive de la psychologie extrême de Trinidadiens qui étaient susceptibles d'être des individus violents. Et vous pouvez imaginer, à la manière de Minority Report, que la fonction de ce contrat passé avec le ministère de l'Intérieur, c'était de prévenir les passages à l'acte, mais en réalité, c'était tout le contraire. Trinité et Tobago avaient demandé à Cambridge Analytica de les cibler pour qu'ils deviennent des perturbateurs, des nervis dans de futures opérations électorales. Et aujourd'hui, ce qui est à l'œuvre à grande échelle depuis que ces technologies de Cambridge Analytica ont été récupérées par les services de renseignement russes il y a maintenant 10 ans, c'est l'instrumentalisation des failles de nos esprits à des fins de chaos, un chaos de plus en plus ciblé, mais en même temps un chaos de plus en plus vaste si l'on considère le recours de plus en plus fréquent à des théories du complot pour recruter des individus susceptibles d'adhérer à ces théories, susceptibles ensuite de passer à l'acte. Est-ce que dans une perspective djihadiste, parce que ça occupe beaucoup les esprits en ce moment, on pourrait penser qu'il deviendrait donc possible de prévoir, d'anticiper les inclinations de certains individus, de les cibler et de les programmer, de faire des Manchurian Candidates, donc pour revenir encore à une image inspirée de la fiction, oui. et de les téléguider. Les téléguider, sans doute pas. C'était le rêve de la CIA à l'époque des années 50 et des années 60 dans son programme secret MK-Ultra. En revanche, il est aujourd'hui bien établi que ces outils d'analyse prédictive permettent de se rapprocher d'une instrumentalisation des failles de l'esprit humain à des fins politiques ou à des fins de chaos. Et on est, en l'occurrence, à un stade qui est aujourd'hui très avancé dans les capacités qu'ont les propagandistes de recourir à ces outils d'analyse pour prédire les comportements et les instrumentaliser. En vous écoutant, j'ai comme l'intuition que c'est un binôme, c'est-à-dire notre capacité aujourd'hui plus grande à prévoir avec vraiment une très grande précision ce que pourront être les comportements d'une foule ou d'un individu, mais aussi, donc, deuxième portion du binôme, la capacité à influencer, c'est-à-dire d'ajouter à ce que serait l'inclination. Donc, si on sait que le banc de sardines va aller vers la gauche devant le prédateur, on peut faire en sorte même de créer un prédateur virtuel pour les faire aller sciemment vers la gauche. Oui. On a aujourd'hui une bonne connaissance, par exemple, du phénomène d'incubation d'idées djihadistes chez des gens qui étaient exposés à la propagande de Daesh en 2015 ou en 2016. On sait, grâce notamment aux travaux d'Hugo Micheron sur la propagande djihadiste, qu'il fallait parfois 3 semaines seulement pour faire basculer quelqu'un dans un engagement, qu'il s'agisse de partir en Irak ou en Syrie ou de commettre un attentat. Là, on a changé d'époque avec le mouvement QAnon, qui, de mon point de vue, est ce que l'on pourrait appeler un virus psychologique mondial, qui est à bien des égards instrumentalisé par Pour ceux qui ne seraient pas au fait, quand on parle de QAnon, si vous aviez à faire une courte définition. QAnon est un mouvement complotiste participatif qui est né en octobre 2017 dans l'environnement de Donald Trump, qui avait pour origine une opération sans doute de diversion de la part de ceux des proches de Trump qui étaient visés par l'enquête du FBI aux États-Unis
États-Unis pour l'ingérence russe dans les élections et qui cherchait à détourner l'attention vers Hillary Clinton en lui prêtant les pires penchants. Et cette croyance est devenue une métathéorie du complot qui, à la manière d'une boule de neige, en descendant dans la pente, a ramassé toutes les autres théories du complot préexistantes et est devenue un espèce de mouvement très vaste qui touche de très nombreuses personnes. Aujourd'hui, un Américain sur 3 adhère aux croyances relatives à ce mouvement. La croyance principale étant qu'ils sont dirigés en secret par une secte sataniste. Et ce mouvement a gagné le monde occidental et francophone. Ce n'est pas qu'états-unien, quoi. Ce n'est plus qu'états-unien, puisque des Québécois qui adhèrent à des théories du complot QAnon ont traduit des contenus, les ont ensuite transmis en Belgique, en France. Alors on serait la tête de pont pour la francophonie ou vous pensez que c'est plus vaste que ça? Le fait que le Québec ait été la tête de pont est aujourd'hui bien établi. C'est à l'été 2022 que ces narratifs complotistes QAnon ont été traduits et diffusés jusque chez nous. Et cela a été établi notamment de façon scientifique par le mathématicien David Chavalarias qui a étudié ces phénomènes de transmission, notamment sur Twitter. À rebours, remonter la chaîne. On peut toujours à rebours remonter la chaîne, ou presque toujours. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de comprendre qu'un mouvement qui a pour origine l'extrême droite américaine est en réalité un mouvement qui, depuis sa création en octobre 2017, est instrumentalisé par la Russie. Mais je citais QAnon parce que le délai d'incubation pour des personnalités exposées à ces narratifs complotistes est parfois de quelques jours. Pourquoi ? Précisément parce que ces narratifs sont inoculés chez eux par le biais de publicités micro-ciblées. C'est le fameux sharp power des régimes autoritaires. C'est la fameuse déclaration de Prigojine qui disait que nous allions intervenir de façon chirurgicale sur les esprits à l'occasion d'élections, puisque à partir du moment où vous avez une psychologie qui vous rend susceptible d'adhérer à ce type de narratif, vous y adhérez beaucoup plus facilement. Et lorsque vous avez en outre une psychologie extrême, telle que celle qui avait été modélisée par Alexander Kogan pour Cambridge Analytica en son temps, c'est-à-dire la Dark Triad, des gens qui sont à la fois machiavéliens, psychopathes et narcissiques. Et on arrive à les trouver. C'est d'une simplicité biblique. C'est fou, j'ai jamais pensé que ce qui était biblique était tout à fait simple, mais peut-être manichéen. C'est une expression française. Oui, tout à fait. Nous avons des expressions bizarres, vous le savez mieux que personne. Et en l'occurrence, il s'agit tout simplement d'entraîner des modèles prédictifs sur la base des réponses à des tests de personnalité en ligne que l'on faisait il y a 10 ans, de les confronter à nos comportements en ligne pour prédire à partir de ce que l'on aime sur Facebook ce qui peut nous identifier comme appartenant à tel ou tel type de personnalité. En réalité, 15 likes suffisaient à entraîner des modèles, parfois pas façonner le comportement. Pas façonner le comportement. Vous avez quelqu'un qui est psychopathe, mais ignore qu'il l'est. Il n'a jamais été diagnostiqué, n'a jamais présenté de... Aveugle à lui-même, donc. Il est aveugle à lui-même, comme nous pouvons l'être. En revanche, un système d'apprentissage machine pouvait, en 2013, lorsqu'ils ont été entraînés par l'équipe de Cambridge Analytica, 2013-2014, pouvait prédire à partir de ce que cette personne aimait sur Facebook qu'il avait ce trait de personnalité. Et ensuite, il suffisait à l'équipe de Cambridge Analytica d'adresser une publicité micro-ciblée pour l'exposer à un type de contenu qui l'intéressait par nature, puis de l'entraîner dans une chambre d'écho à se radicaliser dans ses croyances, à échapper à tout contre-discours, à tout discours qui pouvait l'immuniser en quelque sorte pour éventuellement ensuite l'engager dans une action. Vous savez, le 6 janvier 2021, les QAnon étaient aux premières loges dans l'insurrection du Capitole. La justice américaine a recensé 31 militants QAnon qui sont entrés dans le Capitole. Sur ces 31 militants, 68% présentaient des troubles psychiatriques. Non pas avant, mais après.
Ce qui me trouble, c'est que les services de renseignement américains, la police américaine, la police fédérale américaine étaient aussi au fait de ce qui se préparait, avaient infiltré plusieurs de ces groupes et apparemment a fait un choix, c'est-à-dire de ne pas en amont, justement, à la manière de cette dystopie dont on parlait tout à l'heure, n'a pas choisi d'intervenir, mais plutôt laisser faire. Donc pour moi, ça pose aussi de graves questions sur la responsabilité des autorités. En fait, il faut bien comprendre une chose qui est le fait qu'on a affaire à un complotisme d'un type tout à fait nouveau. La personne qui, au XIXe siècle, par exemple, adhérait à la croyance complotiste, au complot judéo-maçonnique à propos de la Révolution française, était a priori quelqu'un qui évoluait dans un milieu très catholique, qui évoluait dans un milieu très monarchiste, légitimiste, de la même façon que depuis 2001, la personne de confession musulmane qui croira que le 11 septembre était un coup monté, que Ben Laden n'y est pour rien, est plus probablement un chiite qu'un sunnite. Ça, c'est la corrélation traditionnelle associée à une croyance complotiste. On adhère à ces théories du complot en raison d'une éducation, d'un environnement, d'une croyance religieuse, politique. Alors que là, on a affaire à un néo-complotisme de gens qui n'ont jamais eu d'engagement politique, qui n'ont jamais eu de parole extrême, qui n'ont jamais eu souvent de ce background religieux, sociologique qui aurait pu expliquer, de sorte qu'ils échappent au radar. Ils échappent totalement au radar. Et c'est pas parce que... parce qu'ils ne sont pas parmi les usual suspects. Ils ne sont pas parmi les usual suspects. Vous ne pouvez pas les ficher par avance. Nos États démocratiques ne vont pas se lancer dans un fichage psychographique de la population. Ce serait extrêmement grave. Ne vont pas? Vous êtes absolument certain de ça aujourd'hui? À ce stade, rien n'atteste que cela a été fait. Et non, ne vont pas. Donc, à l'avenir, il n'y aurait pas ce genre de tentation, puisque les moyens seront aussi à leur disposition. Alors, est-ce que oui, vous avez raison, les moyens sont potentiellement à leur disposition et il y a potentiellement aujourd'hui un État qui le fait à très grande échelle qui s'appelle la Chine. La Chine, avec TikTok, dispose d'un outil qui lui permet de faire un fichage psychographique de plusieurs milliards de personnes. C'était ma première question, d'ailleurs. Suis-je à risque et teinté parce que nous utilisons TikTok pour répandre ce que nous pensons être notre bonne parole? Si vous utilisez TikTok pour répandre, a priori non. Si vous utilisez TikTok pour accéder à l'information, certainement que oui. Parce que je donne de l'information. Parce que vous donnez de l'information. En revanche, si vous allez chercher votre information sur TikTok et si vous demandez à la barre de recherche si la Terre est ronde ou plate, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Ou de très drôles de surprises. Alors, j'ai envie de faire un peu, pour parler en québécois, de pushback sur deux affaires. La première, on parlait tout à l'heure des élections de 2016, de l'invention de QAnon, et j'en suis. Il y a quelque chose là qui nous échappe un peu, mais qu'on arrive aujourd'hui à mieux comprendre. Mais sur cette question de l'intervention des Russes dans les élections de 2016 qui expliquerait l'élection de M. Trump et de ce qu'il était potentiellement, lui, une marionnette du Kremlin, je pense qu'on a complètement démonté le Russiagate. Il se trouve que c'est le Steele dossier demandé, payé par un bureau d'avocats engagé par les démocrates, qui devient l'espèce de pièce à conviction pour dire « nous savons qu'il y a de la compromat, que M. Trump est très probablement manipulé ou sinon téléguidé en partie par Moscou », c'était totalement faux. Et il y a de grands pans de la presse mainstream qui ont adhéré avec entêtement parce que M. Trump est fâcheux, ou il l'était. Et là, je me dis, est-ce que le camp démocrate n'a pas aussi fait, et c'est de bonne guerre, ça s'appelle des élections, mais ça a été assez bien démontré. Le Columbia Journalism Review a consacré des centaines de pages à dire... Quand j'ai lu le Steele dossier la première fois, je n'y ai jamais accordé d'intérêt parce que, et je ne l'ai jamais cité dans aucun de mes livres. Mais ce n'est pas un reproche que je vous fais à vous. Non, j'ai jamais cité le Steele dossier parce que, d'abord, effectivement, les bases de ce dossier sont très fragiles. Et aussi, mais surtout commandité dans ce cas-ci. Parce que l'on n'a pas besoin du Steele dossier pour savoir qu'il y a des liens d'intérêt entre Donald Trump et la Russie. Pendant qu'il faisait campagne, il était en train de construire une
Trump Tower à Moscou. Depuis qu'il est dans les affaires, à chaque fois qu'il a rencontré des difficultés, des proches du Kremlin l'ont aidé financièrement. Donc, ces liens d'intérêt avec la Russie... Mais le procureur spécial Mueller a passé des mois à faire enquête et a fait un peu chou blanc. Et encore une fois, moi, je ne tiens pas à vous tacler là-dessus, parce que je suis certain que les Russes sont aux manettes, comme les Américains le sont ailleurs. Mais est-ce que tout s'explique par ce téléguidage de Moscou? Alors, il faut bien comprendre une chose, qui est qu'aux États-Unis, une élection présidentielle se joue en général dans 3 États, 3-4, ouais. à 0,6% du corps électoral. À 0,6% près. Et en l'occurrence, en 2016, ça s'est joué dans le Wisconsin, en Pennsylvanie et dans le Michigan. Il se trouve qu'à l'époque, vous aviez une série d'acteurs qui utilisaient les outils d'analyse prédictive à des fins électorales. C'était l'équipe numérique de Trump, c'était le prestataire Cambridge Analytica, et c'était aussi les services de renseignement russes qui se sont procurés les données électorales des Américains sur plusieurs décennies, parce qu'ils ont hacké le parti républicain. Ils se sont procurés... Parti républicain ou démocrate? Parti républicain. Les données électorales du Parti républicain sur plusieurs décennies ont été hackées par le renseignement militaire russe, qui s'est aussi emparé des données qui se trouvaient sur l'ordinateur d'Alexander Kogan. Ça a été établi par le rapport parlementaire britannique sur cette affaire, et qui a par ailleurs recruté Alexander Kogan en personne. Alors, qui est M. Kogan? Alexander Kogan est cet ingénieur qui a une formation en physique et qui s'est ensuite spécialisé dans la psychographie, qui a rejoint l'université de Cambridge, où il s'est intéressé aux travaux du Psychometric Center, qui est le grand centre de recherche en psychométrie, où il a développé des modèles d'analyse prédictive psychographique pour cibler la Dark Triad dont je parlais tout à l'heure. Donc, il est l'inventeur du ciblage de la Dark Triad. Il a été recruté par Steve Bannon pour Cambridge Analytica, mais en même temps qu'il travaillait pour Cambridge Analytica, sans que nécessairement Bannon fût au courant, il travaillait pour la Russie. Il a été recruté d'abord pour des conférences à Saint-Pétersbourg, à l'Université d'État, dans le département de psychologie. Puis ensuite, il a obtenu une bourse de recherche pour travailler avec les psychologues de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg à la reproduction de ces expériences faites avec Cambridge Analytica. Et les résultats de ces expériences ont été publiés dans une revue en anglais, Elsevier, publiée par Elsevier en 2017, en juin 2017. Donc, si vous voyez, je raisonne dans un environnement qui est celui de l'environnement factuel. Je sais factuellement ce qui s'est fait. Et en l'occurrence, vous avez un ouvrage qui est celui de Jamieson, qui a été publié une première fois, je crois, en 2018, qui a été mis à jour en 2020 ou 2021, qui est la somme la plus complète sur la mesure empirique des effets de ces campagnes de micro-ciblage. Parce que, je termine, vous avez d'un côté l'équipe de Cambridge Analytica, qui identifie les états clés dans lesquels investir des publicités ciblées. Vous avez d'autre côté les Russes, qui investissent dans des états clés pour diffuser des campagnes de publicité ciblées. Ils ne visaient pas toujours les mêmes objectifs. Tantôt, il s'agissait d'encourager la mobilisation pour Trump. Tantôt, il s'agissait de décourager les gens de voter. Ils travaillaient en tandem? Non, pas du tout. À ma connaissance, non. D'accord. À ma connaissance, non. Maintenant, la preuve de l'absence n'est pas l'absence de preuve. Donc, on ne peut pas tout à fait exclure qu'il y ait une collaboration. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est sûr, empiriquement, scientifiquement établi, c'est que ce soit les uns ou que ce soit les autres, les campagnes qui ont été menées, par exemple, les campagnes pour dissuader les Afro-Américains d'aller voter pour Hillary Clinton, suffisent à expliquer le basculement de ces États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est scientifiquement indubitable que ces ingérences numériques, par le recours au micro-ciblage comportemental, ont produit des effets électoraux suffisants pour expliquer l'élection de Donald Trump dans ces États, alors même que Donald Trump, à l'échelle fédérale, avait 3 millions de voix de retard. De moins, oui. Et de même, en 2020, Joe Biden a été élu avec 7 millions de voix d'avance. En 2000, Bush remporte les élections avec moins d'électeurs que n'en avait Al Gore.
il n'existait pas de micro... Alors, on pourrait parler... Je veux dire, c'est pas la première fois dans l'histoire que... On pourrait parler de Karl Rove, on pourrait parler de ce qui a été fait en Floride, autour de la famille Bush. Et de son frère qui était gouverneur de la Floride aussi. Jeb Bush, mais de la Floride. On pourrait parler de l'action de Roger Stone, j'en ai parlé dans mes livres, mais là, on est dans un autre univers qui est celui du micro-ciblage comportemental, avec le recours à des outils publicitaires qui permettait d'acheminer directement la propagande et la désinformation aux électeurs. Je vous pose directement la question parce que nombreuses fois, vous l'avez dit, mais d'autres, on fait la supposition, disons, que sans ces manipulations, les Britanniques feraient toujours partie de l'Union européenne, les Américains n'auraient jamais eu comme président Donald Trump, comme si... En dehors de la manipulation, jamais de raisonnables citoyens auraient fait de pareils choix. Jamais personne ne dit ça. Enfin, pas les chercheurs que je lis. Moi, Mais est-ce que, selon vous, ces deux décisions qui sont fondamentales dans le paysage politique occidental en 2016 s'expliquent, si ce n'est pas en tout, en partie, par cette manipulation dont on est capable? Ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Je prends l'exemple du Brexit. C'est très simple. Qu'a fait l'équipe de Aggregate IQ, qui était la filiale de Cambridge Analytica et Strategic Communication Laboratories, la maison mère. Donc c'est l'équipe de Steve Bannon. Bon. Qu'ont-ils fait pour le compte de Dominic Cummings? Ils ont cherché un banc de poissons. On revient aux sardines. On revient aux sardines. Revenons aux sardines. Ils ont trouvé un banc de sardines. Ce banc de sardines, c'était les abstentionnistes. Ils s'étaient inscrits sur les listes électorales au Royaume-Uni, mais n'ont jamais voté dans un sens comme dans un autre. Ils ont modélisé le comportement de ces bancs de sardines pour comprendre pourquoi ces gens n'avaient jamais voté. Est-ce qu'ils ne votaient pas parce qu'ils considéraient que ça ne servait à rien? Est-ce qu'ils ne votaient pas parce qu'ils considéraient que, quoi qu'ils votent, de toute façon, les dirigeants politiques feront le contraire? Ils ont donc modélisé cela. Ensuite, modélisé les modifications des paramètres qui permettrait de provoquer des changements. En physique, c'est ce que l'on appelle le chaos. Le chaos, c'est une petite modification des paramètres qui peut produire de grands effets. C'est l'effet papillon. Là, en l'occurrence, rendre le système chaotique, c'était favoriser le fait pour des abstentionnistes purs et durs d'aller voter. Et bien évidemment, il s'agissait de les encourager à aller voter pour le Leave. La modélisation a conduit à l'adoption de mesures, de thèmes de campagne qui reposaient sur le behavior design, le design du comportement. Quand vous dites à un abstentionniste, il faut que vous alliez voter, c'est important. Non, mais ne tournez pas le doigt à la démocratie, quoi. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Si vous dites à un abstentionniste, vous pensez que vous n'êtes pas en contrôle, pensez que voter ne sert à rien. Take back control. Reprenez le contrôle. Mais est-ce que ce n'est pas l'ordinaire de la bonne communication politique? Mais bien sûr, mais la bonne communication politique aujourd'hui ne repose plus tant sur des arguments que sur des logiques de behavior design. Vous savez, le slogan du Brexit, Take back control, il a été repris texto par la liste Renaissance de l'actuel président français, Emmanuel Macron. Donc la recette était bonne. La recette a fait la démonstration de son efficacité. Vous savez, il y a et sur la base d'études empiriques, il y a des études empiriques absolument fascinantes sur les résidents des EHPAD, avec un groupe contrôle qui ne pouvait pas modifier la décoration de sa chambre et un groupe contrôle qui avait la maîtrise de son environnement, c'est-à-dire qu'il pouvait choisir la décoration au mur, choisir la couleur du papier peint, etc. Et ce qu'a montré cette étude, c'est que les gens qui avaient le contrôle de leur environnement vivaient plus longtemps que ceux qui ne l'avaient pas. Le contrôle, c'est un instinct humain fondamental. Et une fois que vous avez instrumentalisé... Et gage de longévité, apparemment. Gage de longévité et gage, si vous voulez, de participation électorale. Ensuite, ce qu'a fait l'équipe de Cambridge Analytica, c'est de trouver les bons leviers. Les bons leviers, c'était, comme raconte d'ailleurs Giuliano d'Empoli qu'on évoquait tout à l'heure, c'était la colère. Vous savez, les élections jadis se gagnaient au centre, désormais elles se gagnent sur les extrêmes. Faites converger les extrêmes. C'est faux en France. M. Macron, c'est l'extrême centre et ça a fonctionné. Donc il a mis échec et mat les... extrême centre. Oui, exact, mais il a mis échec et mat les deux extrêmes gauche et droite. Et il s'est imposé au centre avec une redoutable efficacité.
Vous avez tout à fait Sans d'accord. majorité, d'ailleurs. Vous avez sans même avoir jamais été élu, sans même avoir de parti ni de financement politique. Donc c'est un cas qui, d'une certaine manière, relève un peu de ce que décrit Giuliano da Empoli dans son livre. Lorsque vous avez des partis plateformes qui construisent leur plateforme sur la base des attentes des électeurs. Sur mesure, conçoivent un programme, qui n'est d'ailleurs pas un programme mais un projet, parce que l'étude lexicologique des attentes des électeurs montre qu'ils ne croient pas au programme mais veulent bien adhérer au projet. Prenons cet exemple tout simple pour bien comprendre de quoi on parle. Un programme, c'est mal perçu par un électeur. Pourquoi ? Parce que ça vient du haut. C'est le candidat qui présente un programme. Ensuite, programme, c'est mal perçu parce que la plupart du temps, les candidats élus ne respectent pas tout leur programme. Même ceux comme François Mitterrand qui avait 110 propositions et qui en ont mis en œuvre pas mal, eh bien on leur reprochera toujours de ne pas avoir mis en place la 110e. Il en manquera toujours une. Alors que le projet, c'est quelque chose de co-construit. Le projet, c'est quelque chose auquel vous allez vous associer. C'est-à-dire que le projet, c'est vous qui reprenez le contrôle de votre existence en participant à un parti politique et un projet politique dans lequel vous vous sentez impliqué. On est co-responsable, quoi. On devient co-responsable. Et donc, le mot a une force extraordinaire. Projet ? Le mot projet face au mot programme. Et il y a, vous remplacez la loi par le contrat, c'est la même chose. La loi, c'est ce qui nous est imposé, ce qui éventuellement donne lieu à des sanctions si elle n'est pas respectée, tandis que le contrat, c'est quelque chose que vous signez, c'est quelque chose qui vous engage en même temps que cela engage. Mais c'est aussi le fait d'une loi, c'est-à-dire qu'on adopte une loi qui devient un contrat explicite entre l'État et les citoyens. Non, si ce n'est que, pas si vous êtes dans une logique qui est une logique d'un monde plat, où vous avez des unités contractantes les unes avec les autres, sans tiers garant, notamment légal. Une usine qui pollue n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une loi qui lui interdise de polluer, mais elle a intérêt à signer des contrats pour indemniser les usagers de la rivière qu'elle a polluée. Vous voyez, donc on est dans une logique contractante qui permet de fluidifier le fonctionnement de la société, donc qui est perçu très différemment que l'imposition d'une même loi à tous. Le contrat peut être différent en fonction des personnes qui les signent. J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. David Colomb, devant l'évidence que la manipulation non seulement nous guette, mais opère, qu'elle est très présente dans nos vies, quels sont les moyens que nous pouvons déployer, parce que vous le soulignez, et c'est une évidence, c'est une guerre asymétrique entre des sociétés qui se veulent ouvertes, démocratiques, et des régimes totalitaires. C'est pas lutter à armes égales. Que pouvons-nous faire et quels sont, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse pour la suite de notre conversation, les risques très grands que je soupçonne d'ores et déjà pour nos démocraties au nom d'une lutte efficace à ces manipulations. Parce que vous avez dit souvent, je disais tout à l'heure qu'il y a des mots-clés qui reviennent dans vos entrevues, mais nous sommes en guerre et nous ne le savons pas. Moi, j'ai l'intuition que plusieurs personnes, plusieurs citoyens s'en rendent maintenant compte en raison justement de ce que l'espace d'expression est beaucoup plus balisé. Je pense à la DSA ici en Europe, parce qu'on veut contrôler les plateformes, la parole. Les mots deviennent aujourd'hui souvent suspects. Donc, peut-on encore vivre en démocratie alors qu'on est sur le mode défensif? Pardonnez cette longue question. Non, mais c'est la question la plus importante de toutes. C'est la question cruciale. Nos démocraties ne risquent-elles pas de prendre prétexte de la lutte contre les manipulations de l'information pour porter atteinte aux libertés de leurs citoyens? Force est de constater que ce risque est grand si l'on considère non seulement les atteintes à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, à la liberté d'informer, dans certains pays à la liberté de manifester. Donc c'est une question cruciale et il est tentant pour une démocratie de répondre aux manipulations de l'information par des mesures liberticides. Mais à microscopique échelle, dans les heures qui ont suivi le 7 octobre en France, cette décision d'interdire, par exemple, les manifestations pro-palestiniennes, je me disais, tiens, c'est intéressant, c'est surprenant en France qu'on interdise ce genre de manifestation. Alors on pourrait dire que c'est au nom des débordements de violence potentiels, mais ça m'a semblé en même temps très inquiétant. Vous savez, je crois que depuis les attentats du 11 septembre, nos démocraties sont sous stress.
selon le titre. C'est un euphémisme. Car nous sommes sous stress et nous agissons sous stress en nous focalisant sur la menace, notamment terroriste, en amplifiant sa perception. En 1976, un psychologue américain qui s'appelait Gertner a montré que le fait de regarder 4 heures par jour la télévision amplifiait par 40, d'un facteur 40, la perception de la dangerosité du monde réel. C'était en 1976 et c'était les grands networks américains. Imaginez aujourd'hui par 40. Imaginez aujourd'hui quel est le facteur multiplicateur de la perception de la dangerosité du monde réel quand vous êtes sur certaines chaînes d'information en continu en France. Partout, je vous dirais, parce que la peur vend très bien. La peur vend, et la peur peut être instrumentalisée aussi à des fins politiques pour faire adopter des lois liberticides, ce qui a été le cas dans un certain nombre de démocraties. Donc je crois que la première chose importante à rappeler et à crier haut et fort, c'est que la lutte contre les manipulations de l'information et la résistance face à la guerre qui nous est menée par certains régimes autoritaires ne doit pas conduire les régimes démocratiques à oublier qu'ils sont des régimes démocratiques et libéraux, c'est-à-dire qu'ils reposent sur des régimes de liberté. C'est compatible aujourd'hui, compte tenu de ce que nous avons une quincaillerie de moyens technologiques en constante évolution qu'on n'a jamais anticipé quand on s'est dit, tiens, on va se donner un truc sympa et on va appeler ça la démocratie. Je crois que c'est compatible aujourd'hui et que notre régime de liberté est peut-être à la fois notre principale faiblesse face aux offensives informationnelles manipulatoires et en même temps notre meilleur instrument de défense. Parce que, vous savez, il y a une tentation chez les régimes autoritaires qui nous mènent la guerre depuis 30 ans, je pense à l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, la Russie. Il est tentant pour eux d'établir des équivalences entre, par exemple, leurs médias d'État et nos médias de service public. Il est tentant pour eux d'établir des équivalences entre les restrictions aux libertés à l'intérieur de leurs frontières et les restrictions qu'ils constatent à l'intérieur des nôtres. En disant, vous voyez, c'est pareil. C'est pareil. Donc il n'y a pas de valeur intrinsèque à la démocratie par rapport au régime. Voyez à quel point les États-Unis, le Canada, la France sont livrés au chaos dès qu'il y a une manifestation, combien... Alors, je suis tombé dans le piège en soulignant cette idée que les manifestations anti-palestiniennes avaient été interdites. Non, certainement pas. Vous avez souligné cela parce que vous évoquez la question de la liberté et des atteintes à nos libertés fondamentales. La liberté de manifester en est une. Et je dirais, de s'exprimer par extension, de penser, parce que j'ai souvent fait cette hypothèse en présence de mes invités, mais plus on restreint la liberté de parole ou on la balise, plus on fait gaffe à ce qu'on pense, de crainte de se commettre dans un commentaire qui serait jugé inapproprié. Oui. Et à partir de ce moment-là, pardonnez l'expression, mais on détricote l'intelligence. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas être pris en flagrant délit de penser en dehors des clous. Absolument, on s'auto-censure. Vous savez, s'agissant de la guerre informationnelle, je suis arrivé à la conclusion que, de la part du renseignement russe en particulier, le cadre de pensée était celui d'un virus informationnel. C'est-à-dire que vous cherchez à inoculer un virus dans l'esprit des gens, vous le faites de façon chirurgicale, notamment aujourd'hui avec les outils publicitaires de micro-ciblage dont on parlait tout à l'heure, puis vous cherchez à favoriser les conditions de réplication du virus. Et pour favoriser la réplication du virus, il y a des choses que vous pouvez faire positivement, amplifier le virus, c'est-à-dire amplifier la fausse information, la théorie du complot, le faire avec des botnets, des trolls, le faire avec des outils publicitaires, le faire avec des relais d'opinion, le faire en achetant un influenceur qui va relayer votre discours à grande portée. Mais vous pouvez aussi affaiblir le système immunitaire des sociétés démocratiques. Et c'est ce à quoi s'emploient en réalité les services de renseignement russes depuis les années 1950. Et de façon continue, sans jamais avoir cessé de fragiliser tout ce qui constituait l'immunité de nos sociétés face à la diffusion du virus démocratique. Interruption, au risque de vous interrompre dans la foulée, mais jamais d'interruption après 89, par exemple, où on sent quand même le désœuvrement du système en ex-Union soviétique qui deviendra la Russie. Non, on n'a pas regardé là où il fallait. Prenez le KGB. Le KGB, en 1989, non seulement n'est pas dissous, mais il est maintenu en l'état. Le premier directorat du KGB s'appelle désormais SVR,
c'est les mêmes locaux, c'est les mêmes personnels. Et le reste du KGB devient le FSB. Il est même renforcé par l'intégration de ce qui était alors la FAPSI et ce qui est l'équivalent de la NSA pour aller vite. Donc ils se sont renforcés. Mais c'est pire que ça. NSA, National Security Agency, qui fait l'espionnage électronique. Captation électromagnétique et puis guerre électronique depuis les années 1990, la cyberguerre, où vous avez des cyberguerriers qui vont sur les serveurs de l'ennemi. Mais ils ont été chargés à la fin du régime communiste de mettre à l'abri l'argent du Parti communiste, par le Parti communiste. Ils ont utilisé leur compte offshore qui avait été créé pour importer des technologies occidentales, notamment des ordinateurs, pour sortir l'argent du Parti communiste. De sorte que lorsque le Parti communiste a été dissous, qui avait accès au compte du Parti communiste, de l'argent du Parti communiste? Les services secrets. Le KGB. Et certains ont fait une fortune personnelle, d'autres, par patriotisme, ont engagé cet argent dans des opérations d'influence. Donc KGB là où a été plus fort. Le pays était en déshérence, le KGB, lui, était dopé de cet argent. Il prospérait. Et on le sait aujourd'hui. On ne le savait pas à l'époque. C'est le travail des historiens de reconstituer cela. On a aujourd'hui tout ce qu'il faut en termes de documentation pour établir très précisément ce qui s'est passé. Et je termine. Le GRU, le renseignement militaire, qui existe depuis 1918, de la même façon, il n'a pas été touché par la chute de l'URSS. Et vous regardez aujourd'hui le Conseil de sécurité restreint de la Fédération de Russie. Les gens qui, autour de Vladimir Poutine, décident par exemple de soutenir Trump ou de lancer une campagne de désinformation de telle ou telle nature. Ils sont une petite dizaine, et sur cette dizaine, vous en avez la moitié qui sont issus du KGB, et cette moitié issue du KGB appartient à la même génération que Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux commandes de la Russie, vous avez des gens qui sont entrés au KGB dans les années 1970, qui ont suivi les enseignements de Yuri Andropov, à l'instar de Vladimir Poutine, qui a maintes fois rendu hommage ex-patron des services secrets. Patron des services secrets. Et futur premier secrétaire. Premier secrétaire, et il est mort au début des années 80. Et puis ensuite, beaucoup d'entre eux ont mené des campagnes de désinformation et de subversion, à l'instar de Vladimir Poutine lui-même, qui était agent du KGB, agent de liaison de la Stasi à Dresde, auprès de l'unité de la Stasi qui était responsable des plus grandes campagnes de désinformation de l'histoire sur l'Occident, notamment la campagne qui visait à diffuser l'idée selon laquelle le virus du sida avait été créé à Fort Detrick par la CIA pour être inoculé en Afrique. C'était la HVA, cette unité d'élite de la Stasi. Ce sont les mêmes hommes, avec d'autres moyens aujourd'hui. Avec d'autres, c'est ça qui change. Ils ont toujours suivi la même stratégie. Vous savez, vous prenez les techniques de désinformation, elles ont été théorisées par Lénine au début des années 1920. Aller chercher les failles là où elles existent, les amplifier. Là où elles n'existent pas, créer des failles nouvelles. Et il y a, là en l'occurrence, le grand patron de la désinformation est-allemande, qui en 1986 à Dresde, quand Poutine y était, a tenu un discours qui a fuité. Il expliquait en quoi avait consisté son travail depuis 1966. Il expliquait que son travail, c'était un travail de décomposition de la société adverse. Vous la faites se décomposer. Ouest-allemande dans ce cas-ci? Non, au-delà. Les États-Unis étaient l'ennemi principal pour les Est-Allemands aussi. Et est-ce que vous voyez la patte de Moscou dans tout ce qui pourrait ressembler à des virages qui accentuent le délitement? En fait, il faut bien comprendre que pour faire se décomposer... Parce qu'on devient paranoïaque dans ce film. Non, c'est pas paranoïaque. Enfin, vous savez... Ou réaliste. Non, Charles Péguy disait « Il faut dire ce que l'on voit ». Et, ce qui est encore plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Édouard Philippe, d'ailleurs, je pense, l'a cité hier, parlant du racisme anti-blanc. Exactement cette phrase de Péguy. En tout cas, cette phrase de Péguy est absolument indispensable pour comprendre qu'il y a des choses qui méritent d'être verbalisées. Et en l'occurrence, ce n'est pas un esprit paranoïaque qui vous dit ça, mais un historien sur la base de tous les travaux disponibles, toute la connaissance que l'on a de l'action qui a été celle des services de renseignement sur la durée. On a la doctrine de ces services est pour la plupart, pour l'essentiel, accessible en ligne. Bon, il faut faire l'effort de lire le russe ou de traduire le russe, mais tout est en ligne et tout est clair et tout est transparent. Il y a une volonté de dissoudre la société en portant atteinte à sa cohésion sociale, économique, tout ce que vous voulez, porter atteinte à la légitimité, à la crédibilité de ces institutions, porter atteinte à la confiance dans le système électoral et le processus électoral lui-même, mais aussi et surtout porter atteinte
à ce que Michel Foucault appelait le régime de vérité, c'est-à-dire le régime d'énonciation de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Sur la longue période, c'est-à-dire sur un siècle, on s'en prend aux journalistes, on s'en prend aux médias, on s'en prend à la crédibilité de la parole politique. Et ce qui, pendant longtemps, produisait des effets qui étaient relatifs, est devenu quelque chose de redoutablement efficace depuis l'avènement des médias sociaux. Alors même que des économistes américains, des fonctionnaires qui étaient envoyés par Washington pour aider les anciens pays de l'Est et Moscou à adopter les voies de la démocratie, du libre marché, vous pensez qu'on ne desserrait pas les poings au KGB et qu'on continuait à avoir un rapport de rivalité, sinon d'opposition, entre l'Occident et la Russie? Parce que pendant une dizaine d'années, on aurait pu faire le pari, peut-être c'était naïf. Vladimir Poutine a déjà parlé de joindre les rangs de l'OTAN. Il y a un moment où on peut parier sur une espèce de grande famille européenne qui irait jusqu'à Moscou. En fait, on a été victime de nos propres illusions. Et non seulement vis-à-vis de la Russie, mais également vis-à-vis de la Chine. En l'occurrence, c'était le travail d'une part du FSB en Russie et d'autre part du ministère de la Sûreté d'État en Chine que de vendre aux Occidentaux l'image qu'ils attendaient, celle effectivement d'une démocratisation consécutive aux accords d'échange. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'activité du KGB n'a jamais été aussi intense pendant la guerre froide que sous Gorbatchev. Parce que Gorbatchev avait une tellement bonne image auprès des Occidentaux que tout devenait possible. Des accords commerciaux devenaient possibles. On pouvait accueillir des étrangers, puis ensuite leur faire véhiculer des idées en retour. Est-ce qu'il était l'idiot utile du KGB? Je ne dirais pas qu'il était l'idiot utile du KGB, je dirais en revanche que toute phase de détente entre les grandes puissances est une phase qui favorise l'action des services de renseignement. Vous savez, la vie des services de renseignement chinois n'a jamais été aussi facile que lorsque la Chine s'est ouverte sur le monde. Donc, quand... je donne un exemple. Un exemple que je trouve amusant, qui est tiré d'un livre récent sur le renseignement chinois d'Alex Joske. Il raconte ce qui est arrivé, les mésaventures de George Soros. George Soros crée son Open Foundation Society en Europe centrale et orientale, puis veut créer une antenne en Chine pour diffuser les idées de liberté, le libéralisme. En Chine, il trouve des dissidents qui l'accueillent volontiers, puis un jour son interlocuteur change, il ne fait pas trop attention et il envoie des chèques pour encourager l'expression de la dissidence, la démocratisation, etc. Et sans le savoir... L'expression de la dissidence appliquée à la Chine, ça me fait vraiment très rire. Mais on y a cru. Non, vous rigolez, on y a cru. Je cite dans mon livre un discours de Bill Clinton en 1998. Visite officielle en Chine. Il passe 4 jours à faire le tour de petits villages en Chine. Puis il va présenter un discours devant les étudiants de l'université de Pékin en présence des hiérarques du Parti communiste. Et il dit en substance, je me suis promené, j'ai vu un vent de liberté. Grâce au fax, grâce au téléphone portable. L'information circule dans le monde entier. Oui, l'autoroute de l'information qui était Internet. Et bien évidemment, j'ai vu un vent de liberté. À son retour dans l'avion, il parle à un journaliste du New York Times qui l'accompagnait. Il disait qu'il était sûr que la révolution de l'information allait conduire à l'effondrement du Parti communiste chinois. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que, de son côté, le ministère de la Sûreté de l'État instrumentalisait cette perception. J'en reviens à George Soros. Qu'a fait le ministère de la Sûreté d'État de l'argent de George Soros? Il a construit son siège. Les services, c'est pas une blague, c'est rapporté donc par Alex Joske. Soros a payé involontairement, il a payé la construction du siège du ministère de la Sûreté d'État. Mais Bill Clinton a aussi dit que l'ouverture à la Chine des portes de l'Organisation mondiale du commerce allait favoriser la démocratie. On le croyait. Et le travail des services de renseignement chinois, ça a été de nous encourager dans cette croyance. Donc eux n'ont jamais été dupes du plan. Jamais. Vous savez, Yang Zemin, c'est cité par Joske dans son livre qui est remarquable. Yang Zemin, en 1993, réunit les cadres du renseignement chinois, du renseignement civil, le ministère de la Sûreté d'État, et il leur dit « Les États-Unis nous mènent une guerre mondiale sans fumée. Ils veulent renverser le socialisme. » Yang Zemin en était conscient. Ce qui n'était pas faux par ailleurs. Ce qui n'était certainement pas faux, mais ce qui a façonné la perception par les Chinois de la menace. Mettez-vous à la place un instant des dirigeants chinois en 1993. Il y a eu le printemps de Pékin. Pour eux, le printemps de Pékin, l'origine principale, c'était les caméras de CNN, qui étaient là pour la venue de Gorbatchev. Et donc CNN a fait un événement mondial de ce qui aurait été une petite manifestation avec une répression discrète, comme la Chine pouvait en faire à sans l'époque. que jamais on s'en aperçoive d'ailleurs.
Donc ce retentissement mondial a conduit à percevoir cela comme une ingérence informationnelle américaine. De la même façon, quand la Chine a vu l'URSS s'effondrer, sa réaction n'a pas été « chouette, faisons comme Gorbatchev, libéralisons le régime pour nous effondrer ensuite ». La réaction des dirigeants chinois a été rationnelle, a consisté à dire « stop là ». À la pénétration des idées occidentales. J'ai consacré un livre à Rupert Murdoch. Rupert Murdoch arrive avec ses bottes d'Australo-Yankee pour proposer que ces chaînes de télévision soient visibles par satellite partout en Chine. Les dirigeants chinois l'accueillent poliment, lui laissent entrevoir la possibilité que ce fût le cas. Pendant 15 ans, ils l'ont traîné en bateau. Oui, pour 15 ans. Le faire saliver, pour le faire saliver, pour le faire dépenser, pour le faire signer des joint ventures où ils se sont appropriés les technologies, pour leur permettre aussi de comprendre comment fonctionnait l'empire Murdoch. Et ce qu'ont fait les Chinois, c'est dupliquer l'empire Murdoch, mais à l'intérieur des frontières de la Chine. De sorte que Rupert Murdoch s'est heurté à un mur. Il s'est heurté au même mur en Russie. À un moment donné, Rupert Murdoch était à la tête de la première société de publicité à Moscou. C'est-à-dire que Vladimir Poutine ne pouvait pas prendre ça, pas voyager dans Moscou, pas circuler en Moscou sans voir des panneaux d'affichage qui étaient propriété de Rupert Murdoch. Quelle a été, à votre avis, la réaction de Poutine ? Faire en sorte que ça cesse. Ça cesse immédiatement. Et donc, il y a eu une prise de conscience très tôt, dès le début des années 1990, de la menace représentée par l'hégémonie informationnelle américaine. La menace représentée aussi par la démonstration de force des États-Unis pendant la guerre du Golfe. Force non seulement militaire, mais force informationnelle. La démonstration faite par les États-Unis de leur capacité aussi à manipuler l'opinion publique mondiale. Oui, parce que le côté pile de ce que vous nous montrez côté face, c'est que les États-Unis sont aux manettes depuis très, très longtemps et ont aussi participé à manipuler leurs adversaires. On pourrait avoir 1000 exemples. Vous faites commencer votre dernier livre en 1990. Oui. Moi, je me rappelle parfaitement parce qu'il se trouve que j'étais jeune correspondant à Washington en 1990, du témoignage bidon de la fille de l'ambassadeur du Koweït, mise en scène par Helen Knowlton pour expliquer que dans les maternités, les soldats de Saddam Hussein, soldats irakiens, avaient sorti des bébés des incubateurs. Mais si je puis me permettre, le commanditaire de cette campagne de Helen Knowlton n'était pas les États-Unis. Non, c'était le Koweït. La famille royale du Koweït en exil. Qui voulait faire pression sur les États-Unis. Et qui a violé le Foreign Agents Registration Act, qui en principe faisait obligation de déclarer ce type d'activité. Et la Maison-Blanche a fermé les yeux sur cette ingérence. Je pense qu'ils étaient prêts aussi à être manipulés. Absolument. C'est une danse un tango qu'ils ont fait à deux. Mais ça, c'est un point que je développe dans le livre qui me paraît très important. C'est une guerre qui oppose les régimes démocratiques aux régimes autoritaires, mais qui a pour point de départ une volonté hégémonique américaine et une volonté d'instrumentalisation de l'information à des fins de domination et de renversement des régimes autoritaires. Il y a une volonté manifeste d'utiliser l'arme informationnelle pour fragiliser la Chine, pour fragiliser ensuite la Corée du Nord, l'Iran. Je vous soumets donc une année clé, parce que cette année clé 2014 a de l'impact sur le cours de notre actualité aujourd'hui. Les États-Unis sont totalement mouillés dans le changement de régime en Ukraine en 2014. C'est-à-dire qu'il y a une guerre d'information. Ils n'aiment pas le régime en place, pro-russe. Et il est difficile à la lumière des informations que nous avons aujourd'hui. Et ça serait de bonne guerre. Je ne dis pas que c'est coupable. C'est dans la nature des États-Unis Ils l'ont fait en Iran, ils l'ont fait dans leur cour arrière en Amérique centrale. Je vous soumets une autre date. 2011. Ce sont les printemps arabes. Mm-hmm. Et c'est aussi l'élection législative russe de décembre 2011. Tout à fait. Avec des soupçons de fraude électorale qui ont été immédiatement relayés par la secrétaire d'État des États-Unis en personne. Hillary Clinton. M. Poutine lui en a voulu beaucoup. Il lui en a voulu beaucoup et personnellement. Tout comme il en a voulu beaucoup, et personnellement à John McCain, qui tweetait pendant ce temps que le printemps arabe arrivait chez Vlad, et que Vlad finirait comme avait fini Kadhafi en Libye. Et pour moi, c'est là le véritable tournant. C'est-à-dire que c'est en 2011 que Vladimir Poutine a perçu le danger représenté pour sa survie politique personnelle par les médias sociaux, lorsqu'ils pouvaient être instrumentalisés pour
insérer des virus informationnels venant des États-Unis ou d'ailleurs. Et ce que vous évoquez sur l'Ukraine n'est sans doute pas faux. On sait que dans les années 80 et même pendant une trentaine d'années, l'un des seuls programmes d'ingérence informationnelle majeur et constant de la part de la CIA était un programme qui concernait l'Ukraine. Il fallait encourager le nationalisme ukrainien pour saper l'unité du bloc de l'Est. Avec des moyens qui étaient ridicules. C'était peut-être $1 million par an. On traduisait 1984 en ukrainien, etc. C'est sans commune mesure avec les moyens que la Russie soviétique utilisait pour déstabiliser les États-Unis. Il y a aussi un déséquilibre de moyens. Quand vous songez, par exemple, que... Est-ce qu'on en est certain? C'est-à-dire que l'histoire et les historiens ont suffisamment d'informations sur ce qu'ont été les moyens de ces guerres occultes livrées par les Américains pour être capable de dire 2 poids, 2 mesures? Aujourd'hui, on peut le dire avec certitude en ce qui concerne les investissements de la CIA après Mockingbird, c'est-à-dire après la révélation d'instrumentalisation de journalistes et d'agents sous couverture journalistique, qui a fait scandale en 1975, qui a conduit à des mesures restrictives et à d'autres moyens utilisés par la CIA pour influencer les opinions publiques mondiales, avec des investissements qui étaient bien moindres que ceux utilisés par le KGB. Il faut bien comprendre que pour la Russie, depuis la Russie soviétique, depuis un siècle, pour la Russie, l'information, c'est l'arme principale pour peser sur les destinées mondiales, en dehors des périodes de guerre mondiale, bien évidemment. C'est l'arme principale qui justifie des investissements considérables. Vladimir Poutine disait l'été dernier, au moment de l'insurrection de Prigojine, que Prigojine lui coûtait $1 milliard par an. Prigojine. Quand vous considérez qu'à côté de Prigojine, il y a les investissements... Il y a autre chose. Déjà, on sait qu'il y a une dizaine de sociétés comme celle de M. Prigojine, qui ont été des sociétés contractantes en 2013, lorsque, après cette prise de conscience que j'évoquais tout à l'heure, le Kremlin a investi des sommes considérables pour recruter des prestataires, pour faire ce travail d'influence pour le compte des services de renseignement. On ne connaît pas aujourd'hui le budget de la société Vulcan, dont l'existence a été révélée il y a quelques mois, mais les prestataires des 3 services de renseignement, ce sont des sommes considérables qui sont investis. On sait dire, grâce au Foreign Agents Registration Act, dont je parlais tout à l'heure, le FARA, on sait dire combien d'argent, de façon officielle, le Kremlin investit dans l'influence de l'opinion publique américaine. C'était en 2016 une centaine de millions de dollars. À l'inverse, les États-Unis ne peuvent pas acheter des publicités en Russie, ne peuvent pas afficher la tête de leur président dans les rues de Moscou. Plus difficile, effectivement. C'est beaucoup plus difficile. Si vous essayez, par exemple, si vous êtes un service de renseignement occidental et vous essayez de manipuler un influenceur russe, il risque 15 ans de prison ou de tomber du 8e étage de son balcon. Donc, il y a de la probabilité... Ça donne envie d'être peu ou pas influencé, ça, par les États-Unis. Et de rester tranquillo dans son salon à faire autre chose que ce que peut-être les États-Unis nous donneraient envie de faire plus naturellement. J'ai envie de revenir à 2 choses, moi. D'abord, 2011, vous dites printemps arabe, intéressant. À cette époque-là, les réseaux sociaux étaient gage de liberté. Cette parole libérée dans des pays où on voulait se débarrasser de régimes tyranniques était, ma foi, l'incarnation de la vertu. Aujourd'hui, on dit des mêmes réseaux, attention danger, ils nous menacent chez nous. Oui. C'est fou comme en peu de temps, la réaction est devenue à géométrie variable à partir du moment où c'est non. C'est pas la géométrie variable. Vous savez, je suis historien, j'aime bien reconstituer la chronologie. Vous avez en 2009 une initiative du département d'État sous Hillary Clinton qui consiste à investir dans l'éducation numérique, investir dans l'appropriation des outils numériques, notamment des réseaux sociaux, par des ONG dans les régimes autoritaires pour favoriser... Ça fonctionne, hein? Ça a pu fonctionner. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore achevé de rédiger l'histoire des printemps arabes et des implications des plateformes. Des plateformes, et aussi éventuellement de services de renseignement occidentaux dans l'instrumentalisation de ces plateformes pour renverser tel ou tel régime. Donc il y a une part de vérité, si vous voulez. Même un dirigeant paranoïaque comme Vladimir Poutine peut avoir des ennemis. Voyez. Et avoir raison à l'occasion d'être paranoïaque. C'est pas parce qu'on diffuse de la fausse information qu'on a systématiquement tort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu cette prise de conscience par Vladimir Poutine du danger que représentait
pour sa survie politique personnelle, et même sa survie personnelle, les réseaux sociaux, qui permettaient à des gens de s'organiser sans organisation, qui permettaient d'organiser des manifestations qui, à l'échelle de la Russie, étaient géantes, 30 000 personnes. Eh bien, il y a eu une reprise en main qui a été immédiate, ferme, et qui n'a pas diminué depuis. Il y a ensuite une instrumentalisation des réseaux sociaux à des fins de déstabilisation des régimes occidentaux. C'était, de son point de vue, de la réciprocité. De la même façon, Xi Jinping arrive au pouvoir en 2012. Il est conscient du potentiel déstabilisateur des réseaux sociaux qui, en Chine, avait permis une libre critique du pouvoir au moment du tremblement de terre du Xinjiang, la remise en cause de fonctionnaires corrompus. Il y a eu ce moment court, mais il a été court précisément parce que la reprise en main a été radicale. Avec le même modèle, en l'occurrence, le gouvernement chinois a dupliqué en Chine les mesures prises par Vladimir Poutine en Russie. Mais je vous posais la question de ce qui s'est passé en 2011 et qui était apparemment à l'époque vertueux pour la démocratie et de ce qu'on a été à même de constater depuis quelque temps avec les Twitter Files, par exemple. Aux États-Unis, on parle de déamplifier certains comptes. Et la COVID, d'ailleurs, est un laboratoire formidable où on peut mettre au point ou sinon travailler les muscles d'un État qui pourrait être tenté de nous... Est-ce que museler est le bon mot? Mais... C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir l'État et tous ses moyens travailler à faire en sorte qu'il y ait, sur les réseaux et ailleurs, une parole tolérée et une autre qui ne l'est pas? Je dirais que le risque est systémique et se situe en amont. Il réside dans le modèle économique de ces plateformes numériques, qui est un modèle économique qui repose sur la publicité et sur la maximisation des revenus publicitaires, qui repose aussi sur la capacité qu'ils ont à conquérir des marchés à l'extérieur qui les conduit à s'adosser à la diplomatie de leur pays pour favoriser la diffusion de leur plateforme. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, et ce qui nous manque cruellement, ce sont des plateformes numériques intègres, c'est-à-dire qui ne permettent ni ingérence d'États étrangers, ni ingérence de services de renseignement, ni outils de micro-ciblage publicitaire, ni outils d'amplification artificielle, ni outils d'achat d'influence de façon opaque. Nous avons besoin de plateformes numériques qui garantissent à chacun la libre expression de son opinion, qui garantissent en même temps que nous ne soyons pas sur ces plateformes exposés à ces outils de manipulation et qui, de façon mécanique, ne pourraient que favoriser une pacification de nos échanges. Je vous vois sourire. Je souris parce que j'aimerais avoir la recette, évidemment. La recette est très simple. Elle est d'une simplicité. Et vous pourriez être beaucoup plus riche et larguer sciences politiques si vous étiez en mesure d'accoucher de cette recette et d'offrir aux citoyens que nous sommes une pareille plateforme. Je serais heureux d'avoir les moyens de le faire. Malheureusement, je ne les ai pas. Mais la solution, elle nous a été donnée par notre commissaire européen au numérique, Thierry Breton lui-même, lorsqu'il a eu un clash sur Twitter avec Elon Musk, pour rappeler Elon Musk... à l'ordre. Rappeler Elon Musk à l'ordre, ce qui est sans doute un vœu pieux. Et ensuite, il a à un moment donné encouragé les utilisateurs de Twitter qui étaient déçus de ce qui s'y passait à rejoindre Blue Sky, qui est la plateforme créée par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, qui à un moment donné, en 2017, a pris conscience du dévoiement de sa plateforme par un certain nombre d'acteurs. Il a donné accès à des chercheurs à l'ensemble des tweets qui ont été publiés entre 2006 et 2017, et ces chercheurs ont pu établir de façon empirique et indubitable que le mensonge circulait 6,5 fois plus vite que la vérité sur cette plateforme. Ils ont établi un certain nombre d'autres choses absolument fascinantes. Et donc Dorsey a cherché une parade en créant un Twitter à côté, un Twitter parallèle qui est devenu Blue Sky, qui repose sur un modèle décentralisé, parce que tous les réseaux sociaux sont des modèles centralisés. Là, c'était un modèle décentralisé. Et donc, Thierry Breton, lorsqu'il a dit « Allez rejoindre Blue Sky », qui est sur invitation, aurait pu faire suivre sa parole de quelques actes en encourageant l'investissement des pays européens, de la Commission, dans un serveur Blue Sky en Europe qui garantirait le respect by design
de nos règlements. Par cette décentralisation. Vous savez, on dit souvent, s'agissant des réseaux sociaux, l'Amérique les invente, les Chinois copient et les Européens réglementent. Ben c'est un peu ce qui se passe avec la DSA en ce moment. On est les champions de la réglementation. Mais on réglemente sans avoir nous-mêmes les outils sur lesquels réglementer. Si on avait, nous, Européens, ce réseau social, si la Commission se mettait d'accord avec Dorsey pour ouvrir un serveur à tous nos concitoyens et puis au-delà, serveur sur lequel, by design, il n'y aurait pas de collecte des données personnelles échappant au cadre du RGPD, il n'y aurait pas d'outils publicitaires de ciblage et d'exploitation des fragilités psychologiques, il n'y aurait pas de botnet, il n'y aurait pas de recours à l'IA générative, eh bien les choses iraient tout de suite beaucoup mieux. Et je crois personnellement que c'est possible. C'est une question de volonté politique. Elle n'existe pas, cette volonté politique, mais ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas aujourd'hui qu'elle n'existera pas bientôt. Les dangers pour nos démocraties sont là, ils sont considérables. Nous risquons bientôt de réunir les seules démocraties qui survivront dans le studio où nous sommes. Donc, parce qu'on sera très peu nombreux. On sera très peu nombreux. Mais en attendant, Thierry Breton, à défaut d'avoir été vertueux, moi je me méfie un peu de lui. Je trouve que sa DSA peut être redoutable parce qu'il se fait censeur de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Il aura une foule de gens qui apparemment sauront dire aux plateformes, attention, faites gaffe, lui, Collomb en ce moment, il dit des bêtises. Il faudrait peut-être le mieux encadrer. Et si vous ne faites pas gaffe, on va vous donner de très grosses amendes. Moi, ça me donne la chair de poule. Et il y a aussi, à la clé aujourd'hui, des organisations, vous ne les connaissez peut-être pas, ou sinon oui, NewsGuard, le Global Disinformation Index, qui deviennent des proxys, c'est-à-dire que ce sont des organisations privées, subventionnées par exemple par le département d'État aux États-Unis, pour établir des listes de ce que seraient des bons sites d'infos, de mauvais sites d'infos, des journaux avec lesquels on peut faire affaire, établir même ce qu'on appelle des listes blanches par rapport à des listes noires, où on dit, vous êtes annonceur, vous voulez avoir la paix de l'esprit, alors vous allez sur ce site. Mais ce journal, faites gaffe, ils sont redoutables et dangereux. Oui, c'est un point que j'ai évoqué dans plusieurs de mes livres. C'est le risque avec ce type de classification, c'est de revenir à l'époque du Moyen-Âge, c'est-à-dire à une époque où la validité d'un propos dépendait de l'authenticité de ce propos eu égard à la personnalité de celui qui l'énonçait. C'est-à-dire que si le pape disait que la Terre était plate, en résumé. Il est infaillible, déjà, on le sait. Voilà. Et nous avons, construit un régime de vérité qui repose sur une démarche scientifique, d'énonciation de faits partagés, et qui permettent de dire que, qu'en dise tel ou tel, si la Terre n'est pas plate, elle n'est pas plate. Bon. Maintenant, il ne faut pas écarter pour autant d'un revers de main une démarche qui ne consisterait pas à dénoncer les mauvais contenus, mais qui consisterait à valoriser les bonnes démarches. Je pense à la Journalism Trust Initiative de Reporters sans frontières, qui repose sur un système de certification. C'est-à-dire que des médias décident de s'engager sur un code de bonne conduite qui a été défini par des médias et des journalistes, qui est un code de déontologie et d'éthique. Ils s'engagent à se soumettre à une certification, un audit externe pour garantir la compliance de leur conduite vis-à-vis de ce cadre de certification. Et ça me semble être nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, pour aider nos concitoyens à se repérer dans une information qui devient de plus en plus confuse et qui sera de plus en plus avec l'IA générative et qui l'est de plus en plus avec des campagnes de création de faux médias. Parce qu'on n'a pas ouvert cette boîte. Ce que pourrait ajouter à l'équation l'intelligence artificielle. C'est pas pourrait, c'est déjà. L'IA est utilisée à grande échelle depuis plusieurs années déjà. Le conflit ukrainien a été le premier à avoir vu un recours massif de l'IA dans toutes les couches du cyberespace. La couche matérielle avec la détection des failles, la couche logicielle avec l'amplification de la diffusion des contenus, et puis la couche cognitive avec la création de faux contenus ou de faux contenants aussi. L'opération Doppelganger repose sur la duplication de médias existants avec du typo-squatting. Et ce n'est pas en soi très nouveau. Je racontais dans une interview récente que la campagne de désinformation russe du KGB à propos de Kennedy, qui a été lancée le 26 novembre 1963, reposait dans les années 60 sur la confection de faux journaux qui se faisaient passer pour des journaux occidentaux. Le New Times, qui était imprimé en Roumanie, distribué comme si c'était un vrai journal. C'était un vrai. Mais si vous voulez, à l'époque, c'était extrêmement compliqué de faire ça, c'était extrêmement coûteux. Aujourd'hui, en 3 clics,
Vous faites l'équivalent et vous faites un faux podcast contact avec une adresse qui ressemble étrangement à la vôtre et personne fait gaffe et puis on tombe facilement dedans. Donc ce dont nous avons besoin, c'est au fond de l'équivalent de ce que chez nous on trouve quand on veut donner des produits sans pesticides ou avec moins de pesticides à nos enfants, avec nos labels bio. Il nous faut un label bio de l'information. Oui, mais même là, on peut être dubitatif parce que vous le savez, c'est aussi un racket que les labels bio. J'ai dit moins. La probabilité. Moi, j'adore les probabilités. C'est-à-dire la probabilité pour que vous exposiez vos enfants à des pesticides avec un label bio est moins grande qu'avec de l'agriculture industrielle. Et ça peut être la même chose pour les médias. Parce que le fait qu'un média ne s'engage pas dans cette démarche de qualité... Déjà annoncerait quelque chose. Peut annoncer quelque chose, mais signifie pas non plus que c'est nécessairement un mauvais média. Il ne s'agit pas de stigmatiser ce que serait une mauvaise information par rapport à une bonne. Il s'agit de valoriser la bonne. Valoriser la bonne, c'est valoriser aussi les médias qui investissent dans la qualité de l'information, qui investissent dans le recrutement de journalistes, qui donnent aux journalistes le temps de faire leur travail, qui investissent aussi dans la vérification de l'information, qui développent des modèles économiques qui ne sont pas exclusivement tributaires des ressources publicitaires. Et ça, c'est quelque chose que nous devons collectivement encourager. Ce qui est aujourd'hui fascinant, c'est que le rythme qui est celui de cette production de l'information favorise comme jamais auparavant des opérations de manipulation de grande ampleur. Vous avez diffusé un faux narratif, il a fait le tour du monde 6 fois et la vérité n'a pas encore mis son pantalon. La vérité n'a pas mis son pantalon ou ses chaussures et quand la vérité arrive, de toute façon, c'est désormais démontré empiriquement, les effets de la désinformation restent présents à l'esprit de ceux qui ont été exposés. C'est quelque chose que Adolf Hitler exposait empiriquement dans Mein Kampf. Il disait, vous répétez une chose fausse, elle finira par devenir vraie dans l'esprit des gens qui l'écoutent. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ça m'a paru passionnant. Le temps a passé très rapidement. Ça fait déjà presque 1h15 qu'on discute de ces enjeux. Je peux parler encore pendant 4 heures. Non. Peut-être que c'est trop, mais est-ce qu'on a oublié quelque chose d'essentiel? Il y a une question que je vous aurais pas posée? Non, la seule question que l'on peut se poser, c'est est-ce que nos démocraties sont condamnées à périr? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il est trop tard? Je ne le crois pas. C'est clair que dans cette guerre de l'information, nous avons beaucoup de retard, nous avons beaucoup de naïveté. Il y a des choses que nous ne disons pas quand nous les voyons. Il y a des choses que nous ne voulons pas voir quand nous les voyons. Et il est temps aujourd'hui d'ouvrir les yeux et puis d'adopter les mesures qui nous permettront de nous protéger tout en garantissant ce qui fait le cœur de nos démocraties, c'est-à-dire notre régime de liberté. Merci beaucoup, David Colomb. Ce fut un véritable plaisir. Je rappelle que votre dernier livre, c'est Guerre de l'information chez Talendier. Si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, partagez les épisodes, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux sociaux, TikTok compris. Alors, vous aurez compris après avoir entendu M. Colomb qu'il faut savoir comment utiliser TikTok. Il faut revenir plus tôt si vous avez manqué ce moment très important. Et puis, je tiens aussi à vous dire merci. Merci à mon équipe, Marianne Grenon, qui est à la recherche et productrice, Adrien Beccaria qui est ici avec nous en studio et puis Jeanne Croteau qui fera l'assemblage. À très bientôt. Stéphane Bureau, microphone. Ciao.